Bruno, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bon, j'espère que tu es en bonne santé. Écoute, ça va. Je suis en bonne santé, oui, ça va. Je ne suis pas atteint par le coronavirus et j'ai pas d'autres maladies, d'autres pathologies. Donc non, ça va. Tout va bien. Dans le contexte actuel, je n'ai pas à me plaindre, bien au contraire. Bon, comment tu vis ce confinement ? Moi, je le vis très bien. Je le vis très bien parce que pour moi, c'est un moment, je dirais que dans un premier temps, comme tout le monde, il y a eu une espèce de sidération. Et puis après, il y a eu l'acceptation. Et maintenant, pour moi, c'est un moment d'introspection. Donc voilà, en plus, c'est facile à retenir. J'aime bien jouer avec les mots. Donc, sidération, acceptation, introspection. Donc là, maintenant, pour moi, c'est vraiment un moment d'introspection. Je profite de cette parenthèse, de cet isolement, de ce confinement pour me recentrer sur moi. Je passe mon temps à m'occuper des autres et je passe mon temps à répondre aux questions des autres. Et forcément, dans ces moments-là où on est constamment tourné vers les autres, on finit par s'oublier soi-même. Ce dont j'étais conscient quand je le faisais, mais voilà... ma priorité n'était pas là, donc là j'en profite vraiment pour me recentrer sur moi, voilà, lire, prendre le temps de réfléchir, et puis je vois aussi dans tout ce qui nous arrive là, je vois vraiment comme un signal. Moi je ne crois pas au hasard, je crois beaucoup aux signes. Alors je ne crois pas non plus forcément qu'il y ait quelqu'un en haut qui mène tout ça, j'y crois pas vraiment, mais je crois que c'est vraiment des choses, des signes qu'on nous envoie, qui nous arrivent, auxquels il faut être hyper vigilant, hyper attentif. Et comme toujours, moi, ce qui me semble très important, c'est d'apprendre de tout ça. C'est de tirer les conclusions ou de voir comment il faut maintenant que... Enfin, il y aura un avant et un après, ça, j'invente rien, tout le monde le dit. Mais ce qui me semble super important, après ce moment d'introspection, c'est revivre le moment présent en réfléchissant, c'est comment ça va se passer après. Et je pense que notre monde ne peut plus continuer comme il l'était auparavant. J'en avais déjà l'intime conviction avant, et cette conviction, elle est vraiment renforcée maintenant. Je crois qu'on ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Ah oui. Alors, je rebondis sur tes propos. Tu disais, je prends plus soin de moi. Concrètement, ça correspond à quoi ? Ça correspond à prendre le temps de faire, par exemple, un peu de méditation. Quand je parle d'introspection, c'est un peu de méditation. Je prends aussi le temps par exemple, le matin, je passe beaucoup de temps devant la télé, ce que je ne faisais pas avant. J'écoute les informations, j'essaye d'être toujours... d'avoir, si possible, la lucidité qu'il faut avoir face à tous ces événements. Donc pour moi, cet excès d'information, enfin cette surinformation, c'est pas un problème. Je disais tout à l'heure à un de mes amis, on est en train de découvrir que la Chine nous a menti, et ça c'est grâce à l'information, grâce à la surinformation. Donc on se plaint d'être noyé d'informations. Je crois que l'information, c'est comme tout. C'est comme le sport, c'est comme l'alcool, c'est comme la nourriture, c'est comme toutes les choses. Il faut le prendre à petite dose, il ne faut pas dépasser la dose. Donc j'ai besoin de ma dose d'information pour comprendre ce qui se passe. J'aime comprendre, j'aime apprendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je prends le temps de faire sans avoir de sentiment de culpabilité, de me dire je devrais faire autre chose, je devrais travailler. Et ça, en plus, c'est quelque chose qui est important. Je crois qu'on prend... Je ne prends pas, en tout cas, je ne vais pas dire je vais pas parler pour les autres, mais pour moi, en tout cas, je ne prenais pas assez le temps de faire tout ça. Et puis, je me suis remis à lire. Ah oui, voilà. Justement, c'était une de mes questions. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller ? Alors, on pourrait penser que ce sont des livres de running, mais peut-être pas forcément. Alors oui, on pourrait effectivement, on pourrait penser que je vais conseiller ce livre-là. Ah oui, excellent livre. Un excellent ouvrage. Voilà, celui-là, je le recommande vraiment, mais je vais pas mentir, je le connais, et c'est pas celui-là que je lis. Ou on pourrait aussi recommander celui-là, mais là encore, je serais menteur si je disais que je lis ces livres-là. Ce n'est pas vrai. Non, je suis en train de lire ce livre-là. Les vertus de l'échec. Les vertus de l'échec. De Charles Pépin, ouais. Voilà, c'est ça, les vertus de l'échec. Parce que je suis confronté régulièrement à cette problématique.
à la fois dans mon métier d'enseignant, à la fois à titre personnel et à la fois avec tous ceux qui s'adressent à moi, on a dans tous les cas souvent une mauvaise façon d'appréhender l'échec. Je prétends, mais c'est pas moi, je l'ai appris, que l'échec est formateur. Donc l'idée c'était de creuser un peu plus ce sujet. Moi je l'ai appris dans ma formation, j'ai appris que l'échec est formateur, je pense que l'échec est formateur. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur mon site internet sur le doute. Et j'ai cité des gens qui avaient passé, qui sont des exemples de réussite et qui expliquent qu'ils ont passé leur temps à échouer. Donc ça me paraissait intéressant de profiter de ce moment pour creuser des thématiques, des problématiques qui m'intéressent. Voilà. Alors il y a aussi d'autres livres que je lis qui sont un peu moins professionnels. Voilà, je viens de terminer celui-ci. Là, on est plus dans le développement personnel, comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous fait nous comporter dans certaines situations et de quelle manière. Donc là, on est plus sur de l'introspection, là. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Les 2 bouquins que tu viens de nous proposer, ce ne sont pas des bouquins de running, justement, ce sont des bouquins de remise en question, d'introspection, c'est ça. De gestion du mental, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas si éloigné que ça, mais c'est quand même en marge et c'est en parallèle de l'activité sportive. Oui, c'est ça. Surtout les blessures qui empêchent d'être soi-même. Là, on est vraiment dans le soi-même. Les vertus de l'échec, c'est quelque chose que je pense utiliser aussi à titre personnel, mais aussi dans ce que je vais conseiller aux gens qui me font confiance et que j'accompagne. Alors là, on a parlé de tes activités intellectuelles, on va dire. Est-ce que tu as une activité physique durant le confinement ? Alors, je suis en ce moment dans une phase de repos, puisque j'ai un œdème à un os au niveau du plateau tibial. Donc, je suis à l'arrêt depuis le mois de février. Ah oui. Alors, moi qui suis pas un bigorexique, mais qui suis quelqu'un qui pratique beaucoup d'activités physiques, je me suis dit que ça allait être très difficile. Et en fait, pas tant que ça. Je ne suis pas en manque d'activité physique. Et là, avec le confinement, forcément, c'est un petit peu plus facile. Par contre, j'ai ce besoin impérieux de prendre l'air et de m'activer quand même. Donc, au lieu d'aller faire mes courses en voiture comme je le fais parfois, parce que les magasins où je me rends pour acheter ma nourriture sont un peu loin de chez moi, je préfère aller loin dans des endroits qui m'intéressent que d'aller juste à proximité de chez moi. J'ai une boulangerie en face de chez moi et j'ai un Carrefour Market juste à côté, mais c'est pas là que je vais faire mes courses. Donc, j'en profite pour faire du vélo. Je triche un peu, je fais parfois un tour un peu plus grand, mais voilà, ça se limite à ça. J'ai un parc en face de chez moi qui n'est pas fermé, donc où on peut, un parc assez sauvage d'ailleurs, donc où je peux marcher un peu. Donc ça se limite à ça, un peu de vélo, mais à 10 ou 12 km/h, c'est-à-dire pratiquement des vitesses auxquelles je cours, et de la marche, voilà, qui me permet aussi de me centrer sur moi, de faire une activité physique différente de celle que je fais d'habitude, plus du tout orientée vers la compétition et, on va dire, la progression. Je suis vraiment sur une activité physique très, très, très centrée sur moi et c'est bien aussi sans pression. Sans pression, voilà, sans l'idée de préparer un objectif. Parce que même si ma carrière est bien loin derrière moi, j'ai 60 ans maintenant, donc ça fait bien longtemps que je ne fais plus de performance. Mais j'ai néanmoins cet ADN de la compétition, donc même avant ce confinement et quand je préparais les objectifs, j'avais quand même l'idée de faire le mieux possible. Là, on est vraiment sur une activité purement hygiénique. Alors toi qui es prof d'éducation physique, mais qui est coach, sur les réseaux sociaux, on te connaît en tant qu'athlète, mais surtout grâce à tes plans d'entraînement, tout ça. Est-ce que tu as des petits conseils basiques à donner aux gens qui sont à la maison ? Est-ce qu'il faut se mettre en veille ou on peut continuer à avoir du fractionné ou des choses comme ça ? Alors oui, c'est rigolo parce que y a un journaliste de CNews qui m'a appelé pour faire un article justement lié au confinement et qui me demandait comment on fait par rapport aux autorisations qu'on a pour pratiquer. Et on parlait aussi de ces joggeurs débutants, là, de cette espèce de naissance, là, de vocation qu'ont les gens de se mettre à courir. Et ce que je lui disais, c'est que même avec des conditions de pratique qui sont très contraintes, puisque on doit rester à 1 kilomètre de chez soi, on ne peut pas pratiquer plus d'1 heure, on peut quand même faire toutes les activités
ou presque tout les activités qu'on a habituellement, sauf bien évidemment des sorties qui vont au-delà d'une heure. Mais moi, ce que je pense qui est le plus important et le conseil que je donne aux gens, parce que là, moi j'accompagnais pas mal de personnes qui d'un seul coup ont vu leurs objectifs disparaître, tous les marathons sont annulés, toutes les compétitions sont annulées, et là on est en train de se rendre compte, puisqu'on arrive au mois de juin, que juillet ça risque d'être compliqué, après les vacances il n'y a pas grand-chose, donc on se projette déjà en septembre. Et donc là, oui, il y a eu un espèce de trou d'air chez tous les gens qui préparent les objectifs et qui du coup se retrouvent complètement démunis. Donc moi, j'ai passé du temps, parce que j'en avais un peu plus, à les appeler presque les uns après les autres en leur disant voilà, comment voyez-vous les choses? Moi, je crois que j'ai toujours prétendu que chaque coureur était unique, et là, encore plus, entre quelqu'un qui habite au 12e étage d'une tour à Lyon et quelqu'un qui habite au fin fond de l'Ardèche, c'est pas du tout la même chose. Les conditions d'entraînement ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui est important, c'est de voir quel est l'environnement de la personne et puis de faire en fonction de cet environnement. Il y a aussi des gens qui, par principe, refusent d'aller courir. On a beaucoup stigmatisé, un peu trop à mon avis, j'ai beaucoup de respect pour les soignants, je connais des gens qui sont soignants, mais cette espèce de stigmatisation du coureur de manière systématique, c'est quelque chose qui me dérange un peu. D'abord, je pense que ce n'est pas le moment de stigmatiser les gens. On a plutôt besoin d'être ensemble plutôt que d'être les uns contre les autres. Et cette espèce d'opposition entre les soignants qui sont au front et les coureurs qui profiteraient de ça, je trouve que cette opposition, elle n'est pas très saine. L'idée du confinement, c'était d'éviter que les urgences soient débordées. Si on pratique dans un cadre qui est respectueux de toutes les règles, et qu'on ne risque pas d'aller surcharger les urgences par une pratique qui ne serait pas sécuritaire, je ne vois pas où est le problème. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est ce qui va se passer après. Les gens qui restent enfermés, les gens qui se contraignent à ne pas pratiquer. Je crois qu'il y aura beaucoup de dégâts collatéraux et il ne faut pas les minimiser non plus. Donc, ce que je recommande avant tout, c'est essayez de savoir ce que vous avez vraiment envie de faire. Ne vous obligez pas à aller courir, mais ne vous obligez pas non plus à ne pas aller courir. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Ne vous obligez pas non plus à ne pas aller courir. Essayez de vous centrer sur vous, introspection. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, au plus profond de vous-même, et faites-le. J'ai eu une discussion récemment, là, il y a quelques heures, avec quelqu'un de ma famille qui me disait « J'ai jamais autant couru de ma vie ». Il habite en pleine campagne, il est à son compte. Son commerce est fermé. Voilà, c'est pour lui une question de survie. Il ne croise personne, il ne se met pas en danger. Il a raison d'aller courir tous les jours. Bien sûr, oui. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact, tu l'as dit un petit peu au début, il y aura un avant et un après, et tu penses que l'après sera vraiment différent? Alors, il y a deux façons de voir les choses, à mon avis. La façon négative, en disant de toute façon on va oublier et on va repartir comme avant. Moi, j'arrive pas à être comme ça. Je suis quelqu'un naturellement d'optimiste, et je me dis que si on n'est pas capable d'apprendre dans tout ce qui vient de se passer, bah, c'est à désespérer de l'être humain. Et je ne veux pas, et je ne veux pas désespérer de l'être humain. Si à partir de maintenant, tous les masques dont on a besoin sont fabriqués en France, ben on aura vraiment réussi quelque chose, on aura créé de l'emploi et on ne sera dépendant de personne. Alors là, je rentre dans de la politique politicienne, c'est peut-être pas mon rôle. En tout cas, c'est ce que moi je ressens en tant que citoyen. Si nos dirigeants, si nos chefs d'entreprise, parce que c'est aussi nos chefs d'entreprise qui vont s'approvisionner en Chine, si nous, en tant qu'acteurs, c'est-à-dire si à chaque échelle de la population, on est conscient de ce qui s'est passé, et si nos dirigeants prennent les bonnes décisions, si les responsables d'entreprise prennent les bonnes décisions, et si nous, en tant qu'acteurs, on prend les bonnes décisions, ou celles que moi j'estime bonnes, ben, cette crise, elle aura servi à quelque chose. Et certes, des gens vont mourir, et ça, c'est horrible. Je n'ai plus mon papa, je n'ai plus ma maman, mais je n'aurais pas envie de perdre mon papa et ma maman dans une telle période de crise. Donc je me mets à la place des gens qui perdent des proches, c'est horrible, c'est terrible. Mais si cette crise sert à nous ouvrir les yeux et à nous montrer ce que l'on faisait mal pour qu'on le fasse bien dorénavant, ben, tout ça n'aura pas été inutile. Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu penses que ça aura un impact sur les courses aussi? Est-ce qu'on va rester... Est-ce que le marathon de New York à 60 000 existera toujours? Ou on va revenir à des schémas plus petits? Alors, moi, je crois... J'ai pas beaucoup réfléchi à la question.
là, je dirais que pour moi, les choses vont redevenir comme avant. Ce qui m'inquiète plus, c'est dans combien de temps va-t-on voir de nouveau le marathon de New York à 60 000 personnes? Parce que là, on est dans la période où on est en train de comprendre comment on peut guérir de ce virus. Je pense qu'on va en sortir, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'avais créé pour le 1er avril, donc c'est un scoop, ça doit sortir demain. J'avais fait ce petit dossard parce que moi, mon objectif, bientôt, c'est... moi, l'objectif dans lequel je me projette, c'est les 100 km de Millau. Donc j'avais fait un dossard Poisson d'avril avec le dossard les 100 km de Millau en disant on va s'en sortir. Je pense qu'on va s'en sortir. Mais combien de temps on va mettre pour que la vie reprenne son cours normalement? Donc j'ai du mal à m'imaginer des courses avec du confinement. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'imaginer. Peut-être qu'on y arrivera. Mais ce qui m'inquiète, enfin, ce qui me semble vraiment difficile à envisager, c'est de nouveau des pelotons complets dans les mois qui viennent. Je ne sais pas comment on va sortir de ce déconfinement. C'était pas anodin si je parlais de New York, puisque c'est désormais le pays et la ville la plus touchée au monde. Et tout début novembre, marathon de New York, 60 000. Est-ce qu'on sera sorti d'affaires? Enfin, ils seront sortis d'affaires, et nous aussi, bien sûr, mais est-ce qu'on autorisera des rassemblements aussi grands avec des gens qui viennent du monde entier? Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile à envisager, d'autant que là, aux États-Unis, avec le système de santé, et de sécurité sociale qui n'existe pas, avec la précarité des emplois, je suis très inquiet sur la façon dont les choses vont se dérouler aux États-Unis. Après, c'est pas du tout la même mentalité que nous. Ils fonctionnent pas du tout pareil, donc c'est difficile de se projeter. Mais oui, il y a quelques temps encore, on avait du mal à imaginer que les courses en juin ou en juillet ne pourraient pas avoir lieu. Et maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est ce qui va se passer. Donc novembre, avec le décalage, la vague qui arrive, le temps qu'ils vont mettre pour s'en relever, je crois pas. Enfin, je suis pas très optimiste par rapport au marathon de New York et à ces grands rassemblements populaires. Bon, on va essayer de trouver une conclusion un peu heureuse. Moi, j'ai toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et j'ai pensé qu'on allait parler de VMA, de VO2 max, de plan d'entraînement, de fractionné. Puis finalement, je m'aperçois qu'on est plus sur une discussion philosophique autour du sport, mais autour de l'humain avant tout. Et c'est vraiment très intéressant d'échanger avec toi là-dessus. Donc si on devait garder une petite note d'optimisme, c'est le fait de penser un peu plus à soi, c'est ça que tu retiendrais? Ouais, je crois que si j'avais des notes d'optimiste effectivement sur lesquelles il faudrait que je fasse un trait, que je surligne, je dirais oui, profiter de ce moment pour se poser des questions un peu essentielles, non pas pour philosopher par plaisir de philosopher, mais parce que je crois qu'on ne se pose pas assez ce genre de questions. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut de ce monde? Est-ce qu'on veut que ce monde continue à fonctionner comme ça? Moi, très honnêtement, alors ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais c'est pas grave, hein, on est là pour discuter librement, donc je vais le faire. Je suis pas très impacté par ça parce que moi j'achetais déjà, j'avais déjà ce mode de consommation d'acheter pas très loin de chez moi, donc ça me pose pas de problème de ne pas aller dans la grande distribution. J'y vais pas ou peu souvent. Ce qui nous arrive est cette espèce de détraquement de notre terre qui tourne pas rond. Moi, c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis longtemps. Donc, à la limite, ce qui arrive là ne fait que me conforter dans les idées que j'avais avant. Alors, bien sûr, hein, c'est facile de lire ça et le but, c'est pas d'avoir raison, mais si ça peut ouvrir les yeux à d'autres personnes et qu'on change notre façon de fonctionner, ce sera quelque chose de positif et on aura vraiment appris quelque chose, on aura avancé et tout ça n'aura pas été inutile. Bah écoute, c'est une belle conclusion. Bruno, merci. De rien. Et puis je prendrai tes nouvelles, on prendra des nouvelles régulièrement, mais merci d'avoir participé à ce En Pause. Merci à toi de m'avoir sollicité, de m'avoir fait l'honneur d'y participer. Donc on n'arrête pas de répéter le même slogan, restez chez vous. Donc je ne vais pas répéter ce slogan. D'abord, Bon, de toute façon, on voit que tu es à la maison, là. C'est ça, je reste chez moi. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis complètement confiné. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu mes proches et ils me manquent.
Mais justement, ça sera pour mieux les retrouver après. Donc, plutôt que de dire restez chez vous, moi, j'aurais envie de dire pensez à vous, prenez soin de vous. Bah écoute, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Merci. Au revoir.